Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois notre première invitée qui est Christiane Cadieux. Elle vient nous parler de Diogène, une ressource qui fait beaucoup de choses pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. On va en entendre parler dans quelques instants. On a notre collaborateur en deuxième demi, Mike Santoro, qui va venir nous parler de son sujet, connaître ses limites. On va pouvoir en apprendre plus sur le sujet. On aura aussi à l'Expresso le triangle de l'amour et à l'Espresso allongé les citations célèbres sur l'amour. Tout ça à l'émission Folie douce. Dans la prochaine heure, on commence en chanson avec Africa de Thierry Audiamont. Bienvenue à Folie douce. La lune figée, en bas la poussière qui rougit les pieds, dans le ventre clairière, fleuve musclé, comme un éclat de fer, le cri des sorciers, torche plantée, cercle fermé, dans l'ombre dorée, les hommes vont danser. Des plumes aux poignets, en vagues salées, Dieu faux secret, les hommes cambrés, chaos dans les veines, magie dans les pieds, dans la nuit méthylène, les hommes guerriers, tambour tambouriné, pour masque taillé, au bout de la messe athée, les hommes vont tomber. Porcelaine, presque soudée, au cou les emblèmes, tatou sacré, en haut dans l'ébène, la lune étonnée, en bas dans la plaine, le cri des sorciers. Torche plantée, cercle fermé, dans l'ombre dorée, les hommes vont aimer. Africa. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'accueille maintenant notre invitée qui est Mme Christiane Cadieux, qui est coordonnatrice clinique à la ressource Diogène. Bonjour, Mme Cadieux. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes donc impliquée au niveau de Diogène. On aimerait savoir d'abord ce que fait Diogène. Comment on pourrait décrire là, cette organisation-là? Oui, alors bon,
Diogène est un organisme communautaire qui fait du suivi alternatif en santé mentale dans le milieu de vie des personnes. Donc, on pense à des personnes qui sont des adultes, hommes ou femmes. On offre nos services en français et en anglais pour les caractéristiques là, pour faire partie de notre clientèle. Bon, donc la personne doit vivre un problème de santé mentale, on dit de type sévère et persistant, auquel sont nécessairement associées des difficultés avec la justice et ou l'itinérance, ou tout simplement à risque de judiciarisation ou à risque d'itinérance. Okay. Bon, disons qu'au niveau de la justice, le délit doit avoir été commis à l'intérieur de 2 ans, mais quelqu'un, comme je disais tantôt, qui est à risque peut aussi faire partie de notre clientèle. Au niveau de l'itinérance, on entend, ça peut être des gens qui sont sans domicile fixe, mais ça peut être aussi des gens qui vivent une très grande précarité au niveau de leur logement ou qui risquent des expulsions, des choses comme ça. Là, c'est l'itinérance au sens large. Oui. Et on n'a pas, en fait, les deux types que vous parlez, en fait, que ce soit des gens itinérants ou des gens qui ont une certaine problématique avec la justice. C'est pas parce qu'il y a un lien entre les deux, c'est juste que c'est deux clientèles, dans le fond, peut-être qui étaient mal servies, puis Diogène vient remplir un mandat à ce moment-là? C'est-à-dire que nous, on a ce mandat-là sur l'île de Montréal au complet, contrairement à d'autres organismes, je pense au fil d'autres organismes du ROSAC, des gens qui font du suivi alternatif communautaire. Bon, je pense au fil qui va desservir une population qui est sur le plateau Mont-Royal, dans l'Est, le Cyprès. Ces gens-là sont par secteur, font le même travaillent presque du même type que nous, mais ils font pas la double problématique. C'est seulement uniquement les problématiques de santé mentale. Est-ce que Diogène existe depuis longtemps? Ah oui, cette année, on va fêter notre 25e, donc depuis 1988. Oh, c'est quand même un organisme qui est bien implanté dans le milieu. Normalement, vous, votre travail comme coordonnatrice clinique, est-ce que vous avez à faire affaire, comment on pourrait le décrire, en fait, votre travail ou votre intervention, comment vous prenez part, justement, à la vie de Diogène? Moi, je suis responsable de tout l'aspect clinique, de toute l'intervention finalement qui se fait à Diogène. Donc, mon rôle est, c'est très vaste. Hein. Je fais des émissions de radio comme ça, des entrevues, mais ça peut être aussi c'est de supporter les intervenants, c'est de les aider, de les assister dans leur intervention. C'est aussi, j'ai un rôle aussi auprès de la clientèle parce qu'il m'arrive aussi d'aller sur le terrain avec les intervenants, de rencontrer la clientèle, de voir les choses qui vont, de voir à ce que, mon Dieu, l'intervention puisse bien se faire puis que les besoins de la clientèle soient satisfaits et tout ça. Ça, c'est en gros là, ma fonction. J'ai aussi une petite part de fonction administrative. Là. Est-ce que, donc, les services de Diogène se font vraiment, c'est pas comme un lieu fixe, c'est plutôt des services... Non, pas. Notre adresse est d'ailleurs confidentielle. D'accord. Nous, on va vraiment dans le milieu de vie de la personne. Alors, on va où la personne se trouve. Donc, dans certains cas, on va dans les centres de détention. D'autres fois, ça va être chez la personne elle-même. Si la personne vit est sans domicile, on va la rencontrer dans la rue. Ce genre de trucs-là. Alors, jamais on rencontre la clientèle à nos bureaux. D'accord. Et vous vous occupez un peu de tout ce qui peut rendre la personne plus, en fait, à l'aise dans sa propre vie? C'est-à-dire, vous allez vous occuper d'à peu près tous les aspects de... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, nous, on a une approche qui, d'abord, la personne doit être volontaire pour venir chez nous. Nous, c'est très, très important pour nous. On fait pas de prise en charge. Oui. La personne est maître d'œuvre de son suivi. Là, elle va, avec l'intervenant, va déterminer un petit peu les objectifs, qu'est-ce qu'elle veut travailler. On a une philosophie, nous, on utilise l'approche par les forces et puis toujours dans une perspective de rétablissement. Donc, on va toucher tous les aspects de la vie de la personne que la personne veut toucher. On est en contact aussi avec tout son environnement, là, étant donné qu'on travaille dans le milieu de vie, donc on va être amené avec, des fois ça va être sa famille, des fois ça va être avec le monsieur du dépanneur, on peut avoir des collaborations avec le travailleur social, des choses comme ça. Quand vous parlez aussi par les forces, c'est-à-dire que vous essayez peut-être de faire ressortir les propres ressources de la personne? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce que nous, on croit vraiment que la personne a à l'intérieur d'elle tout ce qu'il faut, elle a toutes ses réponses. Souvent, des fois, il suffit juste d'avoir quelqu'un qui est témoin de ses accomplissements, quelqu'un qui nous assiste, qui est là pour nous accompagner dans notre cheminement, et les choses vont émerger. C'est sûr que nous, on est là, on est quand même des intervenants, on va refléter certaines choses à la personne, mais on va vraiment travailler à partir de ses forces, parce qu'il y a tellement de gens, des fois, qui ont dit aux personnes, vous êtes pas ci, vous êtes
pas ça, vous ferez pas ça. Alors que nous, on n'est pas là-dedans. On se sert des forces de la personne, on soutient ses rêves, mon Dieu, on est là pour lui donner espoir dans sa vie, puis à partir de ça, l'accompagner au travers cette démarche-là. Donc, dans un premier temps, vous avez soit l'intervenant, par exemple, qui vous contacte, qui vous connaît, qui connaît votre façon de faire, puis qui va référer à un de ces... Oui, c'est bon. Souvent, il y a des gens qui vont nous référer, que ce soit d'autres intervenants communautaires, des gens du réseau, ça peut être, un travailleur social, un agent de probation, un avocat, la famille et la personne elle-même. Là, la personne elle-même peut se référer directement en appelant nos bureaux, il n'y a aucun problème. Si c'est quelqu'un qui nous réfère une personne, ce qu'on va demander, c'est que éventuellement de parler à la personne elle-même, parce que pour nous, comme je vous disais tantôt, c'est important le volontariat. On ne croit pas que si quelqu'un est obligé, là, je vous donne un exemple, que des fois ça va arriver, des gens à la cour, ils vont donner dans des conditions d'avoir un suivi avec Diogène. Bon, nous, on ne veut absolument pas embarquer là-dedans parce que la personne, elle va le faire parce qu'il y a des conditions. Il faut vraiment qu'elle ait cette volonté-là de faire un cheminement, de vouloir faire des choses, de vouloir changer ou améliorer sa vie. Quel genre de problématiques les gens qui vous consultent peuvent avoir eu quand on parle, par exemple, du côté judiciaire? Est-ce que ça peut être toutes sortes de choses? Ça peut être oui, ça va des simples petits délits, là. Vol, d'étiquettes, pas d'étiquettes de circulation, mais d'autres types d'étiquettes. Oui. Ça va être, ça peut être... Il y a des agressions sexuelles, des gens en pédophilie. On a évidemment aussi des gens qui ont commis des délits plus importants. Ça peut arriver des homicides, là, des choses comme ça. Mais règle générale, les gros délits, là, comme on parle de meurtre ou des choses comme ça, évidemment, moins souvent parce que ces gens-là vont être incarcérés, mais lors des sorties de ces gens-là, ou si des gens ont fait un séjour à Pinel ou des choses comme ça, va arriver lorsqu'ils réintègrent la communauté, tout ça, qui vont faire appel à nos services. Oui. Votre défi, j'imagine aussi, c'est peut-être d'essayer de briser, parce que on associe souvent justement la violence avec la santé mentale, puis les gros délits, choses comme ça. Puis c'est peut-être une épreuve de plus que vous avez en tant que coordonnatrice clinique, là, justement, à Diogène, de faire en sorte que les gens de l'entourage puissent peut-être plus mieux connaître, justement, démystifier un peu la question, parce que c'est, comme vous dites, oui, ça peut arriver que quelqu'un a fait quelque chose, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de violent de façon générale. Exact, oui, parce que souvent on va associer, on va dire un schizophrène a tué sa famille ou des choses comme ça. Vous savez que en tout cas, j'avais lu à un moment donné qu'on avait plus de risques d'être frappé par la foudre que de subir une agression par quelqu'un qui a un diagnostic de schizophrénie, mettons. Bon. Oui. Alors, c'est ça. Nous, comme je vous disais tantôt, on va travailler avec les forces. C'est sûr qu'on n'est pas d'accord avec les actes. Si, mettons, on prend quelqu'un qui a commis un acte de pédophilie, absolument pas d'accord avec l'acte qu'il a commis. Mais il y a aussi une personne. Et cette personne-là a le droit, puis si elle est accompagnée, puis avec tout le travail, il n'y a pas juste nous, là, je veux dire, la personne va faire des thérapies ou des choses comme ça, peut reprendre sa vie en main. Puis moi, je travaille avec l'espoir. Donc, j'ai pu observer à maintes reprises ce qu'il y avait de plus laid chez l'être humain, mais aussi que chez la même personne, il y a aussi son plus beau. Hein, les deux aspects sont là. Et puis souvent, je veux dire, il y a des miracles qui se produisent. Là, on dit des miracles, mais dans le fond, c'est un changement. Cependant, la personne, elle a travaillé. Là, tu sais, il faut qu'elle soit décidée de changer certains comportements, puis sa relation aux autres, puis travailler sur elle-même. En moyenne, est-ce qu'on peut établir une moyenne de temps avec laquelle vous faites affaire, en fait, avec quelqu'un qui veut justement s'en sortir? Est-ce qu'il y a un temps à peu près général où ça va prendre un certain nombre de semaines, par exemple? Est-ce que vous avez déjà monté une idée un peu du temps que ça peut prendre? C'est-à-dire que nous, on a 2 services à Diogène. Dans un premier temps, on a le service de soutien transitoire qui est vraiment leur but, leur objectif, c'est de stabiliser la personne. Donc, eux autres vont faire des interventions qui sont ponctuelles, qui ont vraiment une durée dans le temps. C'est-à-dire, je vous donne des exemples, des accompagnements à la cour, des accompagnements dans des centres hospitaliers, de l'assistance dans la recherche d'hébergement, des vêtements, de la nourriture, du support dans les démarches administratives, papier d'identité, carte d'assurance maladie. Ces
aspects-là, le service transitoire va faire ça. Le service transitoire va aussi faire les proactions, c'est-à-dire nous, des proactions dans les centres carcéraux et dans les ressources communautaires qui en itinérance. Bon, on peut penser les centres carcéraux, on va à Tanguay, on va à Bordeaux, et puis au niveau des ressources en itinérance, bon, l'accueil Bonneau, le sac à dos, la maison du père, c'est Cactus, bon, ces endroits-là pour rencontrer les gens. Alors là, dans un premier temps, les gens vont nous demander, ben moi j'ai besoin d'un logement, donc on va faire l'accompagnement, on va les aider à trouver ça. Souvent le service est rendu, la personne dit bon, ben j'ai une démarche à faire, on fait la démarche avec elle. Ok, merci, bonjour, je reviendrai si j'ai encore besoin de vous. Dans d'autres cas, la personne dit ah mon Dieu, mais c'est intéressant d'avoir quelqu'un à qui parler parce que souvent, les gens vivent beaucoup d'isolement. Certains d'entre eux vivent de l'exclusion en plus de ça. C'est difficile des fois quand on n'a pas, je disais tantôt, témoin de ses accomplissements, qu'on n'a pas quelqu'un qui nous reflète nos beaux côtés. Donc, ces gens-là, ce qu'ils vont retrouver avec un intervenant, c'est quelqu'un qui est là. Alors, qui peut être là lorsqu'il y a un moment de crise, lorsqu'il y a un désespoir, lorsqu'il y a une montée, mettons, si on parle de quelqu'un qui est très impulsif, qui est très agressif, bon, etc. Juste le fait de trouver quelqu'un au bout du téléphone, parce que des fois, ils peuvent nous appeler, ou de le voir en rencontre, ça va aider à désamorcer un peu toute cette chose-là, puis de reprendre ces choses en main. Donc, c'est ça. Ça, si je vous disais tantôt, c'est au soutien transitoire. Au service de soutien continu, alors là, on parle d'une intervention qui est beaucoup plus longue, là, qui est un service régulier, on pourrait dire, de suivi psychosocial dans le milieu de vie de la personne. Donc, ce soutien-là, il y a un intervenant qui va accompagner la personne, qui va être là pour, des rencontres une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, ou 3 semaines, ou minimalement une fois par mois pour avoir un dossier actif là. Alors là, on va regarder les projets de vie de la personne, et puis on va travailler les objectifs qu'elle veut travailler. Donc ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. En fait, c'est vraiment du long terme. Je veux dire, il n'y a pas de barème pour ça. On va en fonction des besoins, mais évidemment, le but est que la personne se réapproprie sa vie, retrouve son pouvoir et retrouve sa pleine autonomie. Là. C'est très intéressant. C'est intéressant que les gens puissent compter justement sur une ressource qui est à long terme, parce que c'est souvent le problème. Alors comme ça donne quand même une assurance, en fait, pour trouver les moyens de s'en sortir. En terminant, Mme Cadieux, c'est fort intéressant de nous faire partager donc l'information sur Diogène. On peut peut-être mentionner le numéro de téléphone si les gens veulent en savoir plus. Les gens peuvent téléphoner au 514-874-1214. Et puis, ce qui est intéressant de mentionner aussi, c'est que nos services sont 7 jours semaine. Donc, à ce moment-là, les fins de semaine, c'est sûr qu'il y a moins d'intervenants sur le plancher, là, parce que les gens sont soit sur la route, tout ça, mais prennent les appels, mais durant la semaine, là, il y a quelqu'un au bureau. Bien, c'est excellent. Merci beaucoup de nous avoir partagé la connaissance sur cette ressource. C'est fort apprécié d'avoir été à l'émission. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était donc Mme Christiane Cadieux, coordonnatrice clinique de Diogène à Folie-Douce. Tu marches, le doigt sur la détente et le canon de l'arme contre ta tempe. Convaincu d'être maître à bord jusqu'au jour où tu appuies trop fort. Je me serais pas douté que ce serait aussi rough. J'ai jamais pensé que ce serait aussi tough. Des chauds malades et des têtes qui hochent. Et nous qui avons pas plus d'argent dans nos poches. Les enfants, la femme qui veulent ta peau. Toujours parti pour un jour de trop. Le chef qui bounce, le compte à zéro. Pourtant c'est ma tourne qui tourne la radio. Je me bats pour un brin de visibilité. Quand j'y pense, c'est de la débilité. Je crois qu'on frôle la sénilité. Pour être maso, pour continuer. 9 heures de route pour 1 heure de show. Pour voir ma paye et finir trop chaud. Un mal de tête, un peu de McDo. C'est ce qu'on fait mieux et on est des pros. Tu marches, le doigt sur la détente et le canon de l'arme contre ta tempe. Convaincu d'être maître à bord jusqu'au jour où tu appuies trop fort. Tu marches, le doigt sur la détente et le canon de l'arme contre ta tempe. Convaincu d'être maître à bord jusqu'au jour où tu appuies trop fort.
que la musique est mon tendon d'Achille, ma coque et ma canne qui me rend sénile. Même si ça n'ira jamais m'aider, c'est la seule façon que je me sens utile. Lundi au ventre, petit boulot, soir, fin de semaine, sont dessus le micro. Québec, Iqaluit, Ontario, quand t'es vedette, y'a rien de trop beau. Combien de nuits dans des chambres d'hôtel à moins 4 étoiles, saveur, poubelle, des débits de boissons dans des bars déchirants, détruisant ton odeur pour de trop le moment. On fait ce qu'on peut pour ce que ça vaut, des satans, on s'en fait pas trop. C'est vrai que je me dis que j'en ai plein le dos, mais je mange du bien au prix du gros. Jusqu'au jour où tu appuies trop fort. 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 Tu marches, le doigt sur la détente et le canon de l'arme contre ta tempe. Convaincu d'être maître à bord. Jusqu'au jour où tu appuies trop fort. Tu marches, le doigt sur la détente et le canon de l'arme contre ta tempe. Convaincu d'être maître à bord. Jusqu'au jour où tu appuies trop fort. Tu marches, le doigt sur la détente et le canon de l'arme contre ta tempe. Convaincu d'être maître à bord. Jusqu'au jour où tu appuies trop fort. 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 Tu marches, le doigt sur la détente et le canon de l'arme contre ta tempe. Convaincu d'être maître à bord. Jusqu'au jour où tu appuies trop fort. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. Nous voici rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour, bonjour. Oui, alors aujourd'hui, Pierre, on parle d'amour, le triangle de l'amour. Le triangle de l'amour. C'est-tu proche du triangle des Bermudes? Ça? Non. Pas vraiment. Non, et en fait, c'est pas un article qui parle du triangle de l'amour, c'est au sens quand il y a 3 personnes impliquées. Okay. C'est autre chose, c'est quelque chose qui a attiré mon attention. C'est sur le site internet aujourd'hui.com. C'est un article, en fait, qui est attribué à l'équipe de rédaction sur le site Aujourd'hui. On sait que, pourquoi aussi parler d'amour dans une émission de santé mentale? C'est peut-être pas évident, mais l'amour, ça touche tout le monde. Ça fait partie des émotions. Il faut aussi dire que, surtout les hommes, souvent, il y en a qui se suicident après une peine d'amour. Oui, quand ça va mal. Oui, l'amour, c'est quelque chose. Alors, ici, le triangle de l'amour, c'est une approche intéressante et formelle de ce mystérieux sentiment qu'on a tant de mal à décrire. Suis-je amoureux ou s'agit-il juste d'une attirance passagère? Cette question, chacun d'entre nous se l'est posée à un moment ou à un autre de sa vie. Mais l'amour, contrairement à la peur ou à la honte, est un sentiment si complexe à déchiffrer que le dictionnaire se contente de donner la définition de l'amour qui suit. Alors, on dit que c'est l'attirance affective et sexuelle d'un être humain pour un autre. Ça, c'est d'après le dictionnaire universel francophone Hachette. Le psychologue américain Robert Sternberg, qui est professeur à l'université de Yale, a publié en 1986 une très intéressante théorie de l'amour. Selon lui, l'amour profond est le fruit d'un équilibre parfait entre 3 éléments, d'où notre triangle de tantôt. Alors, c'est l'engagement, l'intimité et la passion. Si l'un ou l'autre de ces éléments vient à manquer dans une relation entre 2 êtres, on peut certes parler d'amour, mais pas de la même façon et en tout cas pas d'amour profond. Alors, le premier point du triangle, l'engagement, c'est la reconnaissance par quelqu'un qui éprouve des sentiments sincères et de l'attachement pour une autre personne. Comme s'il passait un pacte avec lui-même, il prend la décision de tout faire pour cultiver ce sentiment envers l'autre personne. Le niveau d'engagement dans un couple croît assez lentement au début de la relation, puis se stabilise progressivement pour ne plus retomber. Dans le cas d'un couple qui échoue, et qui se termine en séparation, soit le niveau d'engagement n'a pas eu le temps de se stabiliser, soit des facteurs extérieurs, comme la rencontre avec une autre personne, ou un facteur psychologique, soit le rejet de la routine, par exemple, sont venus contrarier cette stabilité. Le deuxième point maintenant, l'intimité.
Avant, pour résumer ça de façon très succincte, ça veut dire que tu veux durer avec quelqu'un pour longtemps. Exactement, et s'engager. Oui. Mais alors, le deuxième point qui est l'intimité. Alors, l'intimité peut être définie comme un besoin de rapprochement, une volonté de proximité et une envie de connexion avec une autre personne. Dans une relation, l'intimité suit la passion et précède l'engagement. Elle évolue lentement et décroît progressivement jusqu'à un niveau relativement bas. Toutefois, des changements de circonstances dans le couple, comme par exemple l'arrivée d'un enfant, réactivent épisodiquement le niveau d'intimité et peuvent même lui permettre de dépasser le stade maximum qu'il avait atteint au précédent. Et finalement, le troisième point, la passion. Juste dire l'intimité, c'est quelque chose qui est bien dur à réussir, par exemple. Oui, il y a des gens qui ne sont pas capables d'intimité ou très, très difficilement. Mais le troisième point maintenant, la passion, donc, c'est un véhicule psychologique puissant qui se définit par un attrait conscient pour une autre personne, caractérisé par une attirance physique irrésistible et une volonté d'amour charnel. La passion tend à être intense au début d'une relation et progresse rapidement jusqu'à se stabiliser du fait de l'habitude. À la suite d'une rupture amoureuse, la capacité d'un individu à reconnaître la passion disparaît totalement pendant une période plus ou moins longue jusqu'à ce qu'il puisse assumer complètement la sensation de perte. Et maintenant, voici à présent comment, selon toujours le Dr Sternberg, peuvent s'associer ces trois éléments et le sentiment qui induit leur combinaison, parce que il peut y avoir toutes sortes de combinaisons différentes, parce que selon lui, ça prend les trois. Ouais. Mais on peut avoir peut-être seulement deux d'entre elles. Alors, si on a seulement l'intimité, ben là, ça donne de l'amitié. Si on a seulement l'engagement, ça devient un partenariat. Si on a seulement que la passion, ben, c'est seulement du désir. Si on a l'engagement et l'intimité, c'est de la complicité. Si on a l'intimité plus la passion, c'est du romantisme. Si on a la passion et l'engagement, c'est de l'admiration. Et finalement, si on a seulement l'engagement et l'intimité, non, c'est-à-dire, si on a les trois, l'engagement, l'intimité et la passion, ben, c'est de l'amour. Alors... C'est compliqué. C'est compliqué, mais il y a 3 points, mais moi, je trouve ça intéressant. C'est quelqu'un qui disait ça, je pense que l'amour, c'est de l'ouvrage. C'est peut-être la plus belle chose dans la vie humaine, mais c'est aussi l'affaire la plus compliquée qui peut rendre les êtres humains comme tellement... tu dis, c'est l'implication aussi, souvent. L'amour, c'est pas quelque chose qui arrive comme par magie, c'est de l'implication de part et d'autre. Oui, c'est ça. Autant, même l'amitié, on pourrait dire jusqu'à un certain point, c'est ça. C'est quelque chose qu'on veut qui dure. C'est quelque chose qu'on travaille pour... Et on a le goût de s'engager. Oui, on alimente ça aussi, parce que c'est pas quelque chose qui est juste là, qui est statique. Dans le fond, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Hein? C'est quelque chose qui est mystérieux. Je pense que personne n'a la recette parfaite. Et je pense que c'est le sujet sur lequel beaucoup de chansons, la majorité des chansons ont porté, en tout cas les chansons plus modernes, je dirais, populaires. Je pense que l'amour, c'est de toutes les façons. Ça recule loin, oui. Il y a tellement de chansons qui parlent d'amour. Mais bizarrement, l'amour, c'est quand tu choisis quelqu'un, c'est la seule personne que tu choisis. Tes enfants, t'hérites de tes enfants. Ta famille, t'hérites de ta famille. Mais l'amour, c'est la seule personne à la base que tu choisis. Ouais. Merci Ghislain, merci Pierre pour ce beau sujet, le triangle de l'amour à Folie Douce. Demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie Douce, notre collaborateur Mike Santoro nous présente son sujet « Connaître ses limites ». À l'Espresso allongé, ce sera les citations célèbres sur l'amour. Vous entendrez de plus en chanson « A priori » de Volo et « Monsieur Taximan » de Sébastien Lacombe. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie Douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
La santé mentale est un vaste monde. Suivez nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. C'est avec plaisir qu'on reçoit notre ami Mike Santoro. Bonjour Mike. Bonjour. Ami, bien sûr, parce que là, tu fais partie des réguliers de l'émission. Alors, c'est intéressant d'avoir ton point de vue parce que faut dire qu'on présente différentes thématiques. Il faut mettre en garde aussi les gens comme quoi ce que tu dis, dans le fond, c'est une expérience personnelle que toi, tu as fait. Oui. On n'encourage pas nécessairement, on a parlé de toutes sortes de choses, mais les gens, on leur dit pas faites ci, faites ça. C'est plus, dans le fond, on veut montrer, comme tu nous avais déjà parlé dans un autre entretien, que c'est bon d'avoir des modèles, des gens, quand on peut s'accrocher à dire oui, ça se peut de s'en sortir et ça donne de l'espoir. C'est un peu ça qu'on veut faire, dans le fond, ici, avec ta présence. Oui, puis aussi donner des idées de qu'est-ce que moi j'ai fait, mettons, dans mon cas, mais pas nécessairement, je dis jamais aux gens quoi faire. C'est ça. Parce que chaque personne est différente, puis chaque situation est différente. Mais est-ce que tu peux, avec l'expérience que tu as, justement, tu donnes des conférences et tout ça, est-ce que tu peux, à l'occasion, est-ce que sûrement que les gens viennent te voir puis te demandent plein de conseils? Est-ce qu'il y a une façon de donner des conseils pour les motiver sans leur dire nécessairement quoi faire? Est-ce que tu réussis à... Souvent, les gens, quand ils voient qu'est-ce que moi j'ai fait, ça leur donne de l'espoir, ça leur donne des idées, ça leur donne des trucs, mais encore une fois, il faut regarder votre situation à vous avant que vous faites n'importe quoi. Ouais. Puis ça, c'est très important de dire comment ça se passe dans les conférences? Tu as donné des conférences un peu partout, ailleurs au Canada, au Québec. Qu'est-ce que les gens recherchent? Comment tu présentes ça, finalement? Je présente l'histoire de Mike et le projet 80-20. Alors, c'est ça souvent le titre que j'utilise. Et puis, c'est mon histoire avec la maladie mentale. Aussi, je parle souvent des outils que j'utilise pour être bien, mais aussi, ça dépend c'est qui l'audience. Parce que je fais des présentations dans des écoles, ça peut être dans des places de travail, ça peut être avec des policiers, avec des ambulanciers, ça peut être des profs, ça peut être des syndicats. Alors, vraiment, ça dépend. Puis, avant que je fais une présentation, que je prends un contrat pour faire une présentation, je prends beaucoup d'informations qui va être dans l'audience. Quel public, quelle auditoire, c'est ça? Puis c'est quoi l'angle qu'on va prendre pour que... c'est quoi les besoins de la boîte? Il n'y a pas tant de gens que ça non plus qui sont capables de verbaliser une expérience comme ça. Tu parles d'une expérience de 20 ans, 30 ans en santé mentale. Être capable d'avoir un recul, être capable de le verbaliser, de rendre ça intéressant, il n'y en a pas tant que ça, de gens. C'est intéressant que vous dites ça parce que souvent, une des choses que les gens me disent, c'est que c'est très facile de comprendre ce que je suis en train de dire parce que j'utilise des mots qui sont des mots très faciles que tout le monde comprend. Pas comme, justement, aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un puis il me disait, quand je vais voir mon médecin, je comprends rien de ce qu'il dit parce qu'il utilise des mots que je comprends pas. Ouais, alors, ça va pas bien. Ça va pas bien. Ouais. Non, c'est vrai, ça aide pas dans ça, là, des mots accessibles puis un langage accessible pour permettre aux gens de bien comprendre. Oui. Et aujourd'hui, Mike, la thématique que tu nous amènes, c'est connaître ses limites. Ça, ça, même on pourrait s'adresser à tout le monde qui peut nous écouter, pas juste si on a eu des problèmes de santé mentale. Connaître ses limites, on a tous des limites. Hein? Oui. Et qu'est-ce que tu veux dire justement par ça au niveau de la santé mentale? Parce que est-ce que nos limites, j'imagine, sont moins grandes quand on a des problèmes de santé mentale. Nos limites sont facilement accessibles, atteignables, je veux dire. Oui, puis non. Premièrement, des limites, ça peut changer aussi. Mais la raison pourquoi c'est très important pour moi de respecter ces limites, c'est parce que si moi, comme je les respecte pas, c'est là que je commence à avoir des symptômes de ma maladie. Alors, comme exemple, pour moi, c'est important que je m'en vais coucher avant 1h du matin. C'est très, très rare dans une année que je m'en vais coucher après 1h. Là, c'est sûr que si c'est une fête jour de l'an spéciale, je vais faire une exception. Mais si je fais l'exception, je sais que ça va me prendre peut-être 2-3 jours après pour être rétabli de cette expérience-là. Donc, tu t'es rendu compte avec le temps que c'était comme le maximum pour pouvoir avoir assez de sommeil, par exemple, puis être capable de fonctionner bien le lendemain. Oui, puis connaître ses limites aussi. Il faut être conscient de... moi, j'ai connu, mais j'ai appris ces limites-là en les dépassant. Alors, en dépassant mes limites, après ça,
2-3 jours après, une semaine après, j'ai dit, oh, ça, c'était une limite. Je peux plus faire ça. Mais en les dépassant une couple de fois, j'ai commencé à comprendre c'était quoi mes limites. Ouais. Et quand on dit dépasser ses limites, c'est quand ça devient... quand il y a des répercussions qui sont désagréables, quoi. On dit souvent, on ne faut pas dépasser nos limites, mais c'est quand même un concept qui est... on se dit, oui, dans un monde idéal, faut pas dépasser, faut manger bien, il faut dormir bien, mais comment on peut vraiment... analyser ça, finalement. Premièrement, il faut être conscient qu'on a tous des limites. Ouais. Je vois des fois autour de moi des gens, même des gens dans ma famille, qui sont pas conscients de ça, puis qui poussent, puis ils sont pas conscients qu'ils ont une limite. Ouais. Mais ils vont travailler ou ils vont trop faire, puis ils tiennent pas compte qu'ils ont des limites. Puis ça, faut être conscient qu'on a tous des limites, puis faut être conscient aussi que si on dépasse nos limites, on commence à jouer avec le feu. Oui. Et quelquefois, je pense aussi dans la vie, c'est qu'on ne sent pas nécessairement le côté négatif de ça tout de suite. Des fois, c'est une accumulation. Hein? Quand on dépasse nos limites, c'est pas nécessairement immédiat où on va avoir des conséquences. C'est ça qui est dangereux aussi. Là. Oui, c'est dangereux parce que souvent, on réalise pas qu'on a passé une limite. Et comme vous dites, si on le fait 2-3 fois de fil, ça peut prendre 1 mois ou 2 mois ou 3 mois ou 2-3 semaines. Ouais. Puis là, finalement, bouf, on tombe puis on tombe fort. Et on parle de santé mentale, même avant que quelqu'un ait une problématique de santé mentale, ça peut être une cause, des fois, de dépasser ses limites, d'une accumulation. Puis là, c'est là qu'on tombe dans une dépression ou on tombe dans toutes sortes de problématiques. C'est très utile de pouvoir savoir ça. Oui, puis vous avez commencé, quand on a commencé cette entrevue au début, on parlait des limites, puis les limites que j'ai aujourd'hui, après 30 ans de me connaître bien, c'est pas les mêmes limites que j'avais il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est comme le stress. Les gens disent, mais tu peux pas aborder beaucoup de stress. Oui, aujourd'hui, je peux aborder beaucoup de stress. Ouais. Mais il y a 5 ans, 10 ans, c'était pas la même quantité de stress que je pouvais aborder. Alors, ces limites, ils ont changé avec le temps. Puis en me connaissant mieux avec le temps, j'ai pu avoir des limites qui étaient plus... allongé, si et dans certains domaines, peut-être avoir plus... tu me parlais à un certain moment, tu avais fait, je ne sais pas combien d'entrevues dans une même journée pour des questions de santé mentale. C'est éprouvant, ça, d'avoir des entrevues du matin jusqu'au soir, télé, radio, journaux, tout ce que tu veux. Ça peut rendre quelqu'un de fou, entre guillemets. Oui, là. Oui. Alors, est-ce que toi, c'est ce genre de choses-là, tu es capable de te permettre de faire des choses comme ça? Oui, je me permets de faire ça aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'expérience avec ça. Okay. Alors, c'est pas quelque chose que je pouvais faire, mettons, il y a 2-3 ans ou 5 ans, d'avoir comme 20 entrevues dans une semaine. C'est ça qu'est-ce que je vous parlais, j'avais 20 entrevues dans une semaine. C'est énorme. Puis il y en avait beaucoup qui étaient en direct. Ouais. Alors ça... j'ai commencé à en faire 1 par année, puis ensuite faire 2 par année, puis tranquillement, pas vite, augmenter la quantité. Puis là, aujourd'hui, j'étais capable d'en faire 20 dans une semaine. Et là-dedans, je pense... Puis en différentes villes. Oui, en plus. Mais l'idée là-dedans, en connaissant ses limites, tu peux savoir que oui, c'est possible, en autant que si tu ne ferais pas ça pendant 4 semaines en ligne. Non, là, c'est ça. Tu vas dire, c'est un coup à donner, tu vas faire comme quelque chose pendant un bout, mais après ça, c'est gérable. Là. C'est gérable, puis je cédule dans mon horaire après ça pour avoir du temps je peux dire libre de récupération. Oui, c'est très important. C'est important ça, parce que si je ne ferais pas ça, ça, c'est un autre chapitre dans mon DVD. Je parle des buffers puis de tout ça. Mais c'est important, ça. Parce que ça, c'est... Si je ferais pas ça, puis je ferais un autre 20 entrevues le lendemain, puis un autre ou la semaine après, puis je ferais ça pendant... Il y aurait un problème. Parce que comme tu dis aussi, puis c'est vrai que quand on organise notre vie, des fois, sur papier, c'est beau, puis, mais sauf qu'il y a des imprévus dans la vie. Puis il faut que je pense que ça fait partie aussi de ça, de dire, oui, connaître ses limites, mais en même temps, connaître ses limites dans l'imprévu. Oui. Puis comment on répare ou comment on, comme tu dis avec le buffer, là, de comment on va faire en sorte qu'on va pouvoir récupérer de cet imprévu-là, dans le fond. Mais des imprévus, tout le monde a des imprévus. Puis, faut tenir ça en compte aussi. Oui. Faut que ça rentre dans notre plan. Faut toujours se garder un petit peu... C'est ça. Faut garder
un peu d'espace dans notre horaire pour des imprévus parce qu'on le sait qu'il y en aura tout le temps. Ouais. Faut pas trop se minuter, trop serré parce que effectivement dans la vie, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. C'est comme quand on fait un budget. Les gens disent mais oui, mais je savais pas que j'aurais un accident ou j'aurais un billet de contravention. Mais ça, c'est des choses qui arrivent. Quelqu'un qui conduit tous les jours, c'est des choses qui vont arriver. C'est pas vraiment. Il faut mettre de l'argent de côté pour ces choses-là. C'est ça, exactement. C'est la même chose. Oui, et connaître ses limites, encore une fois, c'est toujours d'essayer de donner des trucs aux gens, mais est-ce qu'il y a des choses à faire? Il faut tester peut-être? Qu'est-ce que tu pourrais suggérer aux gens? Est-ce que pour connaître ses limites, il faut les dépasser peut-être pour pouvoir savoir c'est quoi nos limites? Est-ce que tu pourrais aller jusque-là? Je veux pas dire aux gens de dépasser leurs limites. On ne veut pas inciter les gens, mais est-ce que c'est un peu l'essai-erreur dans le fond? C'est sûr que pour moi, il y avait beaucoup d'essais et erreurs. Ouais. Mais faut être sensible à quoi est-ce qu'on ressent. Si on commence à ressentir beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, ça, c'est pour moi, c'est un signe clair que si j'ai pas dépassé mes limites, je suis pas loin. Ouais. Alors, c'est comme un troisième œil que j'ai. Je parle souvent d'un troisième œil qui me regarde tout le temps puis qui check la façon que je mange, la façon que je parle, si j'ai mon ton de voix, toutes ces choses-là, puis qui vérifie à tous les heures, je vérifie à tous les minutes que je suis debout, je vérifie ça. Ça aussi, ça nous donne des munitions, ça nous donne des indices, c'est comme tu dis, le ton de la voix, la façon qu'on respire, il y a toutes sortes de petits détails qui disent, si je suis à l'écoute de moi, je vais savoir qu'il y a quelque chose qui m'angoisse ou que je suis pas vraiment bien, là. Puis les premières années, dans mon cas, les premières 8 années, 7, 8, 9 années, j'étais pas conscient de tout ça. Ouais. C'était surtout les gens autour de moi qui me disaient, Mike, il y a quelque chose qui va pas. Mais là, aujourd'hui, je suis tellement conscient que je vois les choses arriver avant que les gens autour de moi le voient. Et ça, c'est bon. Puis je travaille encore une fois, comme je dis tout le temps, je travaille beaucoup sur la prévention. Oui. Alors, pour prévenir, puis les limites, de respecter ses limites, c'est encore une fois, c'est une des choses qui c'est important de les respecter. Il faut avoir assez d'humilité aussi pour écouter des fois son réseau. Tu sais, les gens vont nous dire, écoute, calme-toi un petit peu parce que là, je sens que tu vas. Des fois, on perd peut-être justement cette objectivité-là, on l'a peut-être moins là, dans certaines situations. Puis aussi dans notre réseau, avoir des gens avec qui on a confiance, parce que ça c'est très important. Parce que si on a un réseau puis on n'a pas confiance en personne dans notre réseau, on n'écoutera pas ces gens-là. Et qui vont nous dire la vérité, qui vont nous dire la vraie chose. S'ils disent tu dépasses tes limites ou tu es sur le point de dépasser tes limites, puis si on a confiance en cette personne-là, on va les écouter plus. Peut-être que ce sera une bonne question à me poser puis de réévaluer tout ça. C'est fort intéressant. Merci beaucoup de ta présence encore une fois. Merci. En terminant, on va donner l'adresse du site web. Des gens qui veulent en savoir plus sur toi et également peut-être commander le DVD peuvent le faire. Là. Oui, c'est histoiredemike.com. Merci beaucoup, Mike. À une prochaine entrevue, encore une fois. Merci, ça fait plaisir. À la prochaine. On sait qu'il y a des agents spéciaux pour protéger nos intérêts. On sait qu'il y a une part de nos impôts finance les services secrets. On sait, a priori, on est d'accord, on voit pas comment s'en passer. Jusqu'à quel point c'est des warriors, faudrait qu'on puisse se renseigner. Y a des gens dont c'est le boulot, gérer nos conflits d'intérêts. On sait qu'il y a une part de nos impôts qui finance pas des missions de paix. On sait, a priori, on est d'accord parce qu'on aurait tort de penser on mérite pas d'en prendre notre part de responsabilité. Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion. Comme on devrait se sentir brave, comme ça doit être au monde d'être libre au milieu des esclaves. Des gens échoués, morts, noyés. On sait, c'est pas toujours bon pour l'image et le moral
des vacanciers. On sait, a priori on est d'accord pour que la mafia fasse sa pieuvre, à condition que ça serve d'abord à nous garantir la main d'œuvre. Y'a ce qu'il faut d'argent à blanchir, si ça vaut le coup qu'on se corrompe. On sait, c'est pas à défaut d'accueillir des dictateurs en grande pompe. On sait, a priori, si on tolère la traite des femmes dans nos rues, on peut crever de froid en hiver ou en prison retrouvé pendu. Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion. Comme on devrait se sentir brave, comme ça doit être bon d'être libre au milieu des esclaves. A priori, on est d'accord. On sait, 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 a priori. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet à l'adresse antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. C'est maintenant le temps du bloc Espresso allongé. Bonjour Pierre Laporte. Salut et Yvan. bonjour Ghislain Malo. Bonjour de nouveau. Oui, on va poursuivre un petit peu dans la même veine ce que tu nous avais apporté un peu plus tôt dans l'émission, mais une petite variante. En fait, les citations célèbres sur l'amour. Exactement. C'est ta période fleur bleue Ça romantique. a tellement fait couler d'encre, l'amour, et ça en fait encore aujourd'hui. Ça va continuer d'en faire. C'est ça. Alors, les citations, c'est toujours intéressant. Oui, moi, j'aime ça voir les citations célèbres. C'est facile à trouver sur l'Internet, d'ailleurs. Ouais. Il y en a sur tous les sujets imaginables. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime voir, qu'est-ce que les grands écrivains, qu'est-ce que les grands philosophes ont dit depuis jusqu'aux temps anciens. Est-ce qu'il y en a une faite par quelqu'un qui est originaire du Québec? Oui, je pense que oui, un peu plus loin. Mais en tout cas, je vais commencer. On t'écoute. Alors, il y avait Jules Renard, qui était écrivain français, qui a déjà dit, il avait dit, « L'amour tue l'intelligence. Le cerveau fait sablier avec le cœur. L'un ne se remplit que pour vider l'autre. Oh. » Il y avait Saint-Augustin, qui était philosophe et théologien de l'Antiquité. Il avait dit, « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. » Ah. Il y a un proverbe italien qui ne porte pas d'auteur, qui va comme suit. « Les fautes sont grandes quand l'amour est petit. » Il y avait... Je comprends pas. Oui, bien, si on n'aime pas beaucoup, les fautes paraissent plus grandes que... Autrement dit, il faut que l'amour soit grand. L'amour peut faire pardonner beaucoup de choses. Okay. Il y avait Mme Sidonie Gabrielle Colette, qui était romancière française, qui utilisait le nom de plume Colette. Elle avait dit « Une femme se réclame autant de pays natal qu'elle a eu d'amour heureux. » Il y a William Shakespeare. Si c'était le globe trotteuse. Elle était heureuse en amour. Tant mieux pour elle. Il y avait William Shakespeare, le fameux dramaturge anglais, qui avait dit « C'est un amour bien pauvre, celui que l'on peut calculer. » Il y a André Mauroy, qui était romancier français. Il avait dit « On n'aime pas une femme pour ce qu'elle dit. On aime ce qu'elle dit parce qu'on l'aime. » Il y avait Clemens Brentano, qui était poète et écrivain allemand. Il avait dit « L'amour seul connaît le secret de s'enrichir en donnant. » Il y a William Shakespeare aussi. Excuse, Pierre, c'est-tu donné après au divorce, quand tu donnes la moitié de tes possessions? C'est pas mentionné. Il y a William Shakespeare encore qui avait dit « Pour un noble cœur, le plus précieux cadeau devient pauvre quand celui qui le donne cesse d'aimer. » Il y avait un empereur chinois qui s'appelait Wuti, W-U-T-I. Je ne sais pas si je prononce bien. Il avait dit « Qu'est-ce que l'amour? Ne pas vouloir échanger une hutte contre un palais, fermer les yeux sur les défauts et donner sans hésitation. » J'espère que cet empereur-là s'est pas fait couper la tête aussi par amour. Là encore, je ne sais pas. Il y avait le docteur Karl Menninger qui avait dit « L'amour guérit à la fois celui qui le donne et celui qui le reçoit. » Il y avait Abraham Ibn Ezra qui avait dit « Il n'y a pas d'homme plus seul que celui qui n'aime que lui-même. »
Il y avait l'écrivain, le fameux écrivain Oscar Wilde qui avait dit « La seule différence entre un caprice et un amour éternel est que le caprice dure un peu plus longtemps. » Il y avait l'écrivain Victor Hugo qui avait dit « Les hommes chassent, les femmes pêchent. » Il y avait Sacha Guitry, qui était dramaturge français, qui avait dit « Le bonheur à deux, ça dure le temps de compter jusqu'à 3. » Il y avait... Souvent, beaucoup de gens, quand ils ont un enfant, des fois, ça non, mais on parle là, du fameux triangle amoureux, je pense. Mais l'enfant aussi. Non, mais le temps aussi, souvent. Non, mais aussi le temps, dans le sens que, tu sais, des fois, ça dure peu, là, ça passe vite. Ouais. Il y avait Yves Mirande, qui était dramaturge et réalisateur français, qui avait dit « J'ai une chance inouïe. Toutes les femmes qui me plaisent sont jolies. » Ouais. Ben, quand tu les trouves jolies, c'est parce que t'as bon goût. Ouais. Il y avait Antoine Saint-Exupéry, qui était écrivain français. Il avait dit « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Un petit prince, oui. Il y avait Alexandre Dumas, écrivain français, qui avait dit « Elle me résistait, je l'ai assassinée. » Ouais, ça, je sais pas. Tu dis pas ça dans un congrès féministe. Au sens figuré. Non, au sens, j'espère. Oui. Il y avait Alphonse de Lamartine, qui était poète et dramaturge français. Il avait dit « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. » Il y avait Jean de la Bruyère, qui était moraliste français. Il avait dit « Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles et l'harmonie la plus douce et le son de voix de celle qu'on aime. » Et finalement, on achève. Il y avait Sacha Guitry, qui avait dit, elle dit « Je t'aime » et lui répond « Moi aussi, je m'aime ». Et peut-être une dernière de Honoré de Balzac, écrivain français, il avait dit « Les hommes commencent par aimer l'amour et finissent par aimer une femme. Les femmes commencent par aimer les hommes et finissent par aimer l'amour. » C'est beau. Intéressant, merci. C'est fort intéressant. On pourra peut-être y revenir. Il y en a tellement de citations. C'est des belles trouvailles. Merci Pierre, merci Ghislain. On continue en chanson à Folie douce avec Monsieur Taximan. Mr. Taximan, arrête-toi. Mr. Taximan, emmène-moi. Emmène-moi au bout du monde, que je vagabonde sur des terres fécondes, pendant que ton stéréo, ton vieux stéréo, crache en arrière la musique de l'univers. Emmène-moi jusqu'à Saint-Louis, dans le désert de la Mauritanie. Mais n'oublie pas, surtout n'oublie pas, de me ramener chez moi, de me ramener chez moi, Mr. Taximan. Arrête-toi, Mr. Taximan. Emmène-moi, emmène-moi jusqu'à Dakar, dans son sablier, dans ses marchés. Emmène-moi à Ziguinchor, chez les sorciers au-dessus des marées. Emmène-moi dans ton vieux taco, tu me diras combien il te faut. Mais n'oublie pas, surtout n'oublie pas, de me ramener chez moi, de me ramener chez moi, Mr. Taximan. Arrête-toi, Mr. Taximan. Emmène-moi, ramène-moi où il fait froid, où il fait bon, chez moi à Montréal. Ramène-moi, pour moi c'est vital, que je revienne chez moi, que je revienne chez moi. Mr. Taximan, arrête-toi. Mr. Taximan, emmène-moi. Emmène-moi juste par là, suis bien
la route, je te dirai où on va. Emmène-moi au paradis, là où il fait beau et jamais, jamais gris. Reconduis-moi vers la grande aventure. Sous soleil de plomb, tu files à vive allure. Mais n'oublie pas, surtout n'oublie pas de me ramener chez moi, de me ramener chez moi, Mr. Taximan, Mr. Taximan, Mr. Taximan, emmène-moi, Mr. Taximan, Mr. Taximan, Mr. Taximan. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques secondes pour terminer cette émission de Folie douce en compagnie de Ghislain Malo et Pierre Laporte. Ghislain, la nomenclature des chansons, comme à notre habitude. Oui, c'est toujours bon de souligner la personne qui a créé ces pièces musicales. Absolument, ça fait partie de l'émission en tant que telle. Donc, on écoutait en début d'émission Africa. De Thierry Audiamont. On écoutait également La Gâchette. De Kodiak. En deuxième demi, on vous a fait entendre A priori. De Volo. Et à l'instant, Monsieur Taximan. De Sébastien Lacombe. Merci beaucoup pour votre choix musical. Merci. À toi et à Pierre. Merci Pierre pour la mise en onde également. Salut Yvan. Oui, merci pour tes blocs Espresso et Espresso allongé. À l'Espresso, il était question du triangle de l'amour. Et à l'Espresso allongé, on a plutôt écouté des citations célèbres sur l'amour. Toujours intéressant d'entendre ça de différents penseurs ou écrivains. Ça a tellement fait parler, puis ça fait encore tellement parler de l'amour. C'est oui, exactement. Un sujet inépuisable. Oui. Merci à notre première invitée, Christiane Cadieux de Diogène. Et en deuxième demi, on avait notre collaborateur Mike Santoro qui nous a parlé connaître ses limites. Alors tout ça à l'émission Folie douce, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine, à la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop